Les champs de bataille médiévaux ne se gagnaient pas avec la chevalerie et les armures brillantes. Ils étaient conquis par des instruments d'une efficacité terrifiante. Chacun est conçu pour exploiter les faiblesses dans les défenses de l'ennemi. Derrière chaque victoire, il n'y avait pas seulement les braves chevaliers, mais le génie sombre des armuriers qui transformaient les peurs humaines en métal froid et dur. Commençons par le marteau de guerre, Warhammer. Cette arme incarnait parfaitement cette efficacité brutale. Les chevaliers dépensaient de petites fortunes dans leurs armures de plate, se croyant presque invincibles sur le champ de bataille. Une armure bien conçue pouvait effectivement dévier les coups d'épée et les flèches, ce qui a conduit de nombreux guerriers riches à penser qu'elle résoudrait le problème de la mortalité sur le champ de bataille. Puis, quelqu'un a inventé le marteau de guerre, et soudain, cette coûteuse enveloppe métallique est devenue moins une protection et plus un cercueil personnel. Contrairement aux épées qui ricochaient inoffensivement sur les armures de plate, les marteaux de guerre concentraient une force formidable sur une petite zone. Un coup solide pouvait effondrer un casque et le crâne en dessous sans même avoir besoin de pénétrer le métal. La physique était brutale, mais efficace. L'énergie devait aller quelque part, et cet endroit était directement le cerveau du chevalier. Les chevaliers pensaient probablement qu'ils obtenaient l'équivalent médiéval d'un char, mais ils se sont retrouvés avec quelque chose qui ressemblait plus à une cloche de dîner. Ding, un crâne écrasé prêt à servir. De nombreux marteaux de guerre présentaient une pique méchante à l'arrière, transformant l'arme en un outil polyvalent de destruction. Côté marteau pour écraser, côté pique pour percer. Quand votre ennemi porte une boîte de conserve en métal, vous avez simplement besoin du bon ouvre-boîte. Cette polyvalence de conception a fait du marteau de guerre une solution pratique aux problèmes des adversaires lourdement blindés. Un chevalier pouvait survivre à un coup d'épée grâce à son armure, mais la force concentrée d'un coup de marteau transmis à travers le métal liquéfierait les tissus en dessous. Les bruits horribles d'un marteau de guerre frappant un casque, un craquement distinctif signalant la fin de la carrière d'un chevalier et souvent de sa vie. À la bataille d'Azincourt, en 1415, les hommes d'armes anglais ont utilisé des marteaux de guerre avec un effet dévastateur contre les chevaliers français qui étaient coincés dans le champ boueux. Incapables de manœuvrer efficacement, ces chevaliers ont découvert que leur armure coûteuse se transformait de protection en un piège mortel. Ce qui a fait des marteaux de guerre des armes particulièrement démocratiques de leur époque, c'était leur accessibilité. Vous n'aviez pas besoin d'années d'entraînement comme avec une épée. Il suffisait d'avoir assez de force pour la brandir et assez de colère pour la diriger vers quelqu'un que vous n'aimiez pas. Cela les a rendus populaires parmi les soldats ordinaires qui ne pouvaient pas se permettre un entraînement de combat poussé. Ce fut peut-être le premier exemple de conception facile à utiliser de l'histoire. Bien que le manuel d'utilisation aurait été étrangement bref, extrémité pointue vers l'ennemi, frappez fort. Les découvertes archéologiques ont mis au jour des marteaux de guerre avec des têtes pesant jusqu'à 3 kg, 7 lèvres, une masse significative lorsqu'elle est balancée au bout d'un manche de 90 cm, 3 pieds. L'élan résultant pouvait facilement briser un os, même à travers une armure de plate qui aurait arrêté une épée ou une flèche. Certains spécimens trouvés dans des collections d'Europe de l'Est montrent des signes d'impact répétés, les faces des marteaux étant usées par l'usage, un témoignage silencieux de l'efficacité de l'arme. Curieusement, à mesure que l'armure s'améliorait au cours de la période médiévale, le marteau de guerre s'améliorait aussi. Les versions antérieures n'étaient guère plus que des outils modifiés, mais les conceptions ultérieures sont devenues de plus en plus spécialisées pour le combat. Au 15e siècle, certains marteaux de guerre présentaient des pointes perforantes, des manches renforcées et des surfaces de frappe spécialement conçues pour percer même le meilleur acier milanais. C'était une course à l'armement miniature. À mesure que les armures s'amélioraient, les marteaux devenaient plus meurtriers. Les chevaliers passaient des années à s'entraîner aux arts chevaleresques, maîtrisant le maniement de l'épée et les techniques de lance, pour être vaincus par un roturier avec ce qui équivalait à un outil amélioré. Il y avait quelque chose de profondément démocratique là-dedans.
Indépendamment de votre statut social ou de votre richesse, votre crâne était également écrasable face à un adversaire déterminé armé d'un marteau de guerre. Alors que le marteau de guerre excellait par sa capacité à affronter des adversaires blindés par la force brute, les armuriers médiévaux ne faisaient que commencer leurs innovations mortelles. L'une d'elles est une boule de métal cloutée, attachée à un manche en bois par un morceau de chêne. Le fléau, ou Morgenstern, représentait la conception d'armes médiévales dans sa forme la plus imprévisible. Cette arme n'aurait pas pu être plus différente du simple marteau de guerre. Elle était capricieuse, difficile à maîtriser et refusait de suivre les lois de la physique comme le faisaient les armes plus conventionnelles. Si le marteau de guerre était le cheval de bataille fiable du combat médiéval, le fléau était son cousin artistique et lunatique, avec des problèmes de gestion de la colère. La conception de base était trompeusement simple. Prenez un manche en bois, attachez une chaîne et fixez une boule de métal cloutée à l'autre extrémité. Mais cette simplicité masquait une arme d'une complexité terrifiante dans son utilisation réelle. La chaîne créait un décalage entre le mouvement du porteur et l'impact de la tête frappante, ce qui rendait la maîtrise du rythme extraordinairement difficile. De nombreux manuscrits médiévaux décrivent la longue formation nécessaire pour utiliser un fléau efficacement, les novices passant des mois à apprendre à éviter de se frapper avant d'affronter un adversaire. Les instructeurs d'armes médiévales devaient avoir les entretiens d'embauche les plus faciles. Les auto-inflictions étaient remarquablement fréquentes chez les utilisateurs de fléaux. Les registres historiques des hôpitaux militaires de toute l'Europe médiévale documentent de nombreuses blessures subies pendant l'entraînement au fléau. Des archéologues expérimentaux modernes tentant de maîtriser les techniques du fléau l'ont confirmé, beaucoup ayant subi des contusions, des lacérations et même des os cassés lors de séances d'entraînement. Le fléau a la distinction unique d'être la seule arme médiévale avec un nombre de morts confirmé contre ses propres utilisateurs. Un utilisateur de fléau devait développer non seulement la force, mais aussi une conscience spatiale, aiguë et un contrôle précis de l'élan de l'arme, ou du moins suffisamment de conscience pour rédiger un testament avant les séances d'entraînement. Compte tenu de ces défis, pourquoi quelqu'un choisirait-il une arme si difficile? La réponse réside dans ses avantages uniques contre les adversaires lourdement blindés de la fin de la période médiévale. La chaîne flexible permettait à la tête frappante de contourner les boucliers et autres instruments défensifs qui auraient arrêté une arme rigide comme une épée ou une masse. Un bouclier levé pour bloquer un fléau pouvait toujours entraîner la boule cloutée à s'enrouler autour de son bord et à frapper le défenseur. Cette imprévisibilité rendait le fléau particulièrement efficace contre les combattants défensifs qui s'appuyaient sur des techniques de blocage précises. Votre technique de bouclier est impeccable, sœur chevalier. Quoi qu'il en soit, voici une surprise cloutée venant d'un angle complètement différent. La physique du fléau lui conférait également une formidable puissance d'impact. La chaîne agissait comme un multiplicateur de force, créant un effet de fouet qui concentrait l'énergie dans la tête frappante. Des tests menés sur des reproductions modernes ont démontré qu'un fléau peut délivrer jusqu'à 40% plus de force qu'une arme rigide de poids similaire. Lorsque cette force était combinée au potentiel de perforation d'armure des pointes, le résultat était une arme capable d'infliger des blessures catastrophiques, même aux adversaires blindés. Les chevaliers médiévaux ont appris à leurs dépens que l'élan n'était pas seulement un terme de physique fantaisiste. C'est cela qui transformait leur armure coûteuse en une passoire sophistiquée. Il existait de multiples variantes du fléau à travers l'Europe médiévale. Le plus commun était le fléau militaire à une seule tête avec une boule de fer cloutée, mais des versions plus exotiques ont été documentées dans les textes historiques et les œuvres d'art. Certains fléaux présentaient plusieurs chaînes et têtes frappantes, transformant l'arme déjà chaotique en quelque chose d'encore plus imprévisible. Rien ne dit « j'ai une envie de mourir », comme le fait de redoubler d'efforts pour utiliser une arme déjà incontrôlable. Une variante particulièrement notoire provenant d'Europe de l'Est incorporait de petites chambres creuses dans les têtes frappantes qui produisaient un sifflement terrifiant lorsqu'on les balançait.
Cette arme psychologique ajoutait un élément de terreur à un dispositif déjà redoutable, désorientant les adversaires avant l'impact. C'était la version médiévale de la guerre psychologique. Ce sifflement se rapproche. Ou... Oh non! Maintenant, il y a un trou dans mon casque. Le fléau s'est forgé la réputation d'être une arme nécessitant des contre-mesures de spécial. Les chevaliers s'entraînaient spécifiquement pour faire face aux porteurs de fléaux, apprenant à prédire l'arc de la tête frappante et à synchroniser leurs mouvements pour éviter son impact mortel. Ces techniques spécialisées soulignent à quel point la menace du fléau était prise au sérieux sur les champs de bataille médiévaux. Bien que moins courants que les épées ou les lances, les fléaux occupaient une place spéciale dans le cauchemar d'un chevalier, une arme dont le mouvement ne pouvait être facilement prédit ou contré. Les chevaliers avaient probablement des flashbacks de stress post-traumatique chaque fois qu'ils entendaient le bruit d'une chaîne ou voyaient quelqu'un balancer un sac de course. La réputation du fléau s'est étendue au-delà du champ de bataille. Dans diverses régions européennes, il a été associé au soulèvement paysan en raison de son origine agricole. Le fléau militaire a évolué à partir du fléau à grains, un outil agricole utilisé pour séparer les grains des enveloppes. En période de rébellion, les paysans modifiaient souvent ces outils familiers en armes, créant des variantes populaires du fléau militaire. Ces armes improvisées se sont avérées étonnamment efficaces contre les adversaires blindés et ont contribué au succès de plusieurs révoltes paysannes tout au long de la période médiévale. Parlons de la réaffectation du lieu de travail. Un jour, vous battez le blé, le lendemain, vous battez des nobles. Les rebelles hussites de Bohême au XVe siècle sont devenus particulièrement célèbres pour leur utilisation efficace des fléaux contre des adversaires entièrement blindés. Le mouvement imprévisible de la tête frappante rendait difficile de synchroniser correctement les manœuvres défensives. Même les chevaliers expérimentés pouvaient se retrouver à hésiter face à une arme qui défiait les tactiques défensives standards. Ce moment d'hésitation pouvait s'avérer fatal sur le champ de bataille où les décisions prises en une fraction de seconde déterminaient souvent la survie. Le fléau créait des crises existentielles sur le champ de bataille. La boule cloutée arrive-t-elle sur mon visage? Attends, où est-elle passée? La voilà! D'une manière ou d'une autre derrière moi. Alors que le marteau de guerre apportait une force d'écrasement directe pour affronter les adversaires blindés, le fléau introduisait un élément de chaos que même le chevalier le plus lourdement blindé avait raison de craindre. Mais malgré toute son imprévisibilité, le fléau nécessitait toujours un guerrier entraîné pour le manier efficacement. D'autres armes allaient émerger, exerçant une force létale. Le Godendag, un terme flamand signifiant « bonjour », représente l'un des exemples les plus efficaces de l'histoire de la conception d'armes simples. Cette arme modeste a changé le cours de la guerre médiévale en mettant un pouvoir létal entre les mains de soldats ordinaires. À première vue, un Godendag semble presque primitif. Une robuste massue en bois avec une seule pique métallique dépassant de l'extrémité. Rien dans son apparence ne suggère l'impact révolutionnaire qu'il aurait sur les champs de bataille européens. Pourtant, cette conception simple cachait une polyvalence tactique qui la rendait dévastatrice, même contre les adversaires les plus lourdement blindés. L'efficacité du Godendag provenait de sa conception à double usage. La pique pouvait percer les armures ou désarçonner les chevaliers montés, tandis que la partie lourde de la massue infligeait des coups écrasants aux adversaires qui avaient été mis à terre. Cette combinaison en faisait l'arme parfaite pour l'infanterie, confrontée à la cavalerie blindée, un scénario courant dans la guerre médiévale. Le moment décisif de l'arme est survenu à la bataille de Courtrai, ou des Éperons d'Or, en 1302. Le 11 juillet de cette année-là, une armée de citoyens et de paysans flamands a affronté une force de chevaliers français, la meilleure cavalerie lourde d'Europe. Les Français étaient si sûrs de la victoire qu'ils avaient apporté un chariot spécial rempli de cordes pour lier leurs prisonniers attendus. Ce qui s'est passé ensuite a choqué le monde médiéval. La milice flamande, armée principalement de Godendags, a complètement détruit les chevaliers français. Le champ de bataille était tellement jonché d'éperons dorés, symbole de chevalerie,
que le conflit a reçu son nom alternatif. Comment une armée de roturiers a-t-elle pu vaincre la principale force combattante d'Europe? Le génie du Godendag résidait dans son application contre les chevaliers montés. Les combattants flamands ont développé une technique spécifique, appuyer la base de l'arme sur le sol, pointant la pique vers le haut en direction du cheval qui approche. Le chevalier chargeant, propulsé par son propre élan, s'empalait lui-même ou sa monture sur le pieu. Une fois désarçonné, le chevalier devenait vulnérable à l'extrémité en forme de massue de l'arme, qui pouvait écraser les crânes, même à travers les casques. Cette bataille a révélé une dure vérité sur la guerre médiévale. Même l'armure la plus sophistiquée et des années d'entraînement pouvaient être annihilées par un adversaire déterminé avec le bon outil. Le Godendag coûtait peut-être 1/50 du prix de l'équipement d'un chevalier, mais s'est avéré plus décisif sur ce champ sanglant. Les historiens militaires considèrent Courtrai comme le début de la fin de la domination de la cavalerie lourde dans la guerre européenne. Les exemples de Godendags qui subsistent montrent une variation remarquable en taille et en conception. Certains avaient des manches plus courts pour le combat en formation serrée, tandis que d'autres s'étendaient jusqu'à près de 1,80 m, 60 pieds, de long pour les troupes de première ligne. La pique pouvait être courte et pyramidale, ou longue et mince, selon l'usage prévu contre différents types d'armures. Cette variation suggère que, malgré son apparence simple, le Godendag a subi un perfectionnement continu, basé sur l'expérience du champ de bataille. Pendant des siècles, les chevaliers avaient cultivé une image de supériorité militaire, avec des codes de combat élaborés et des équipements coûteux qui servaient de barrière d'entrée pour les soldats ordinaires. Le Godendag a brisé cette mystique en démontrant qu'une arme simple entre des mains entraînées pouvait surmonter les avantages aristocratiques. Les chroniques postérieures à Courtrai enregistrent un changement notable dans la manière dont les nobles parlaient de l'infanterie, avec un respect renouvelé teinté de peur. La fabrication d'un Godendag nécessitait un minimum de ressources et d'expertise par rapport aux armes plus complexes. Un forgeron de village pouvait produire la pique métallique, tandis que n'importe quel charpentier compétent pouvait fabriquer la partie massue. Cette accessibilité a rendu possible que des communautés entières s'arment rapidement en temps de conflit. Pendant la révolte flamande contre la domination française, les registres historiques indiquent que les villes pouvaient équiper des centaines de miliciens avec ces armes en quelques semaines. Le Godendag a également influencé les méthodes d'entraînement militaire. Contrairement aux épées ou aux fléaux qui nécessitaient des années pour être maîtrisés, l'utilisation efficace du Godendag pouvait être enseignée aux recrues en quelques jours. Les documents militaires de l'époque décrivent des entraînements de soldats avec des Godendag pour créer un mur entrelacé de piques contre les charges de cavalerie. Cet entraînement standardisé a transformé des groupes de combattants individuels en unités coordonnées capables d'affronter les chevaliers montés. L'héritage de l'arme s'étend au-delà de la période médiévale. Le concept de combiner des éléments perçants et écrasants dans une seule arme d'infanterie a influencé la conception des armes d'astes pendant des siècles. Des armes ultérieures, comme la hallebarde et le poleaxe, ont incorporé des principes similaires, mais avec une construction plus élaborée. Même lorsque ces conceptions plus sophistiquées sont apparues, le Godendag est resté en usage parmi les forces de milice jusqu'au début du 16e siècle, bien après le début de l'ère des armes à feu. Un témoignage de son efficacité durable. L'avènement des armes à feu allait finalement rendre la plupart des armes de mêlée médiévales obsolètes, y compris le Godendag. Cependant, cette arme simple avait déjà changé la guerre, en montrant que l'avantage technologique ne nécessitait pas toujours complexité ou dépenses. Parfois, les outils les plus révolutionnaires sont aussi les plus simples, une leçon que les innovateurs militaires continuent de redécouvrir. Alors que le Godendag donnait du pouvoir aux soldats ordinaires par sa simplicité, d'autres armes médiévales adoptaient l'approche opposée. La Zweihänder ou espadon incarnait l'excès extravagant.
Cette énorme épée à deux mains dominait les champs de bataille par sa présence imposante et le pouvoir dévastateur qu'elle dégageait entre les mains de guerriers experts. Si le marteau de guerre était la résolution de problèmes médiévals par la force brute, et le fléau était la théorie et l'action du chaos médiéval, la Zweihänder était la surcompensation médiévale sous forme d'armes. Zweihänder se traduit de l'allemand par « deux mains », un nom simple pour une arme qui était tout sauf simple. Ces énormes épées mesuraient entre 1,50 m et 1,80 m, 5 et 6 pieds. De long, certains spécimens exceptionnels atteignant près de 2,10 m, 7 pieds. La lame seule pouvait s'étendre sur plus de 1,20 m avec une poignée suffisamment longue pour accueillir les deux mains avec de la place. Ce n'étaient pas juste de grandes épées, c'étaient des armes de siège portables déguisées en épées. Quand votre épée est plus grande que la plupart des gens contre qui vous vous battez, vous ne faites pas seulement une déclaration sur votre style de combat. Vous compensez peut-être quelque chose de complètement différent. Le poids d'une Zweihänder typique variait entre 3 et 6,5 kg, 7 et 14 livres. La plupart des versions de champs de bataille se situant plus près de l'extrémité légère de ce spectre. Cela peut ne pas sembler particulièrement lourd tant que l'on ne considère pas l'épuisement que représente le maniement d'une telle arme à plusieurs reprises pendant le combat. Des tests d'arts martiaux modernes avec d'authentiques Zweihänders ont montré que même les athlètes entraînés ont du mal à maintenir une forme de combat efficace pendant plus de quelques minutes. Les exigences physiques imposées aux utilisateurs historiques devaient être extraordinaires. Ces guerriers n'avaient pas besoin de deux mains juste parce que le manuel le disait. Ils en avaient besoin parce que sinon leurs bras seraient tombés après le troisième coup. Les mercenaires allemands, connus sous le nom de Landsknechts, se sont spécialisés dans le maniement de ces énormes armes. Ces soldats professionnels sont apparus à la fin du 15e siècle et ont rapidement acquis la réputation d'être parmi les combattants les plus efficaces d'Europe. Au sein des formations de Landsknecht, les porteurs de Zweihänder recevaient une double solde en raison de l'habileté et de la force requises pour utiliser l'arme efficacement, ce qui leur a valu le titre de Doppelzöllner, homme à double solde. Cet incitatif financier a attiré les recrues les plus grandes et les plus fortes à s'entraîner avec les énormes épées. Les descriptions de postes médiévales ne sont pas devenues plus simples. Doit posséder deux mains fonctionnelles, des avant-bras comme des troncs d'arbres et un mépris total pour les proportions raisonnables des armes. Double solde, triple ration de nourriture. Les sources primaires décrivent le rôle spécialisé que ces épéistes jouaient sur le champ de bataille. Au lieu de combattre en formation conventionnelle, les utilisateurs de Zweihänder opéraient souvent comme briseurs de formation, chargeant directement contre les carrés de piques adverses pour perturber leur cohésion. La longue portée de la Zweihänder permettait à son utilisateur de couper plusieurs piques avec un seul coup puissant, créant des brèches qui pouvaient être exploitées par les troupes qui suivaient. Les formations de piques, auparavant considérées comme presque impénétrables, avaient soudainement une contre-arme à craindre. Imaginez l'horreur de voir quelqu'un attaquer votre formation impénétrable avec ce qui équivalait à une lame de rasoir de 1,80 m. C'était comme apporter un arbre en métal dans une bagarre de bâton. La conception de la Zweihänder a considérablement évolué au cours de sa durée de vie. Les premières versions ressemblaient à des épées longues surdimensionnées, mais les modèles ultérieurs ont incorporé des caractéristiques spécialisées pour une plus grande efficacité sur le champ de bataille. La plus notable fut l'ajout d'un ricasso, une section non affûtée de la lame juste au-dessus de la garde, souvent enveloppée de cuir pour fournir une surface de préhension supplémentaire. Cette caractéristique permettait une manipulation plus contrôlée, le porteur plaçant une main sur la poignée et l'autre sur le ricasso pour plus de levier en combat rapproché. Quand votre épée est si grande qu'elle a besoin de sa propre poignée à mi-lame, vous avez peut-être pris le concept de deux mains un peu trop littéralement. De nombreuses Zweihänders présentaient également des crochets de parade ou des ailerons projetant de la lame près de la garde. Ces gardes secondaires avaient de multiples usages. Ils protégeaient les mains de l'utilisateur, fournissaient un levier supplémentaire pour contrôler l'arme d'un adversaire
et pouvaient être utilisés pour piéger et désarmer les ennemis pendant le combat. Ces crochets ont transformé l'épée d'un outil de coupe pure à un instrument de champ de bataille polyvalent qui pouvait couper, pousser, accrocher et piéger les armes ennemies. C'était le couteau suisse médiéval, si ce couteau mesurait 1,80 m de long et nécessitait une force de niveau olympique pour le soulever. Un observateur militaire a noté que les formations ennemies reculaient visiblement à l'approche des Landsknechts, brandissant ces énormes épées. Le profil distinctif de la Zweihander, surtout lorsqu'elle était portée droite avec la lame appuyée sur l'épaule, créait une impression de guerriers surhumains qui pouvaient démoraliser leurs adversaires avant même que la bataille ne commence. La moitié de la bataille était psychologique. Lorsque vous voyez quelqu'un reposer négligemment ce qui ressemble à toute une forge de forgeron sur son épaule, courir dans la direction opposée semble soudain une décision qui améliorera votre carrière. L'entraînement avec la Zweihander nécessitait des techniques spécialisées, différentes de celles utilisées avec des épées plus petites. Les manuels de combat qui subsistent illustrent des postures et des mouvements spécifiques conçus pour gérer l'élan de l'arme plutôt que de lutter contre lui. Les utilisateurs apprenaient à passer d'un coup à l'autre en maintenant un mouvement constant pour éviter de devenir vulnérable pendant la récupération. Un porteur de Zweihander, correctement entraîné, se déplaçait avec la précision d'un danseur, transformant l'épée difficile à manier en une extension de son corps. Les manuels d'entraînement médiévaux pour la Zweihander commençaient probablement par un avertissement important. Les résultats peuvent varier en fonction du nombre de fois où vous avez sauté la séance de musculation des bras. À la bataille de Bicocca, en 1522, les Landsknechts armés de Zweihanders ont ouvert des chemins à travers les denses formations de pics suisses, auparavant considérées comme inébranlables. Le choc psychologique de voir leur mur de piques invincible ravagé par ces énormes épées a contribué à une défaite suisse majeure et a marqué un tournant dans les tactiques d'infanterie. Les piquiers suisses ont appris une leçon importante ce jour-là. Lorsque l'ennemi apporte une épée si grande qu'elle a besoin de son propre code postal, votre formation inébranlable est sur le point de subir des rénovations non planifiées. Malgré leur efficacité, les Zweihander sont restés des armes spécialisées plutôt que de l'équipement standard. Les exigences d'entraînement importantes, les exigences physiques et les coûts matériels ont limité leur distribution aux troupes d'élite. Les épées de qualité nécessitaient des quantités importantes d'acier de haute qualité et l'habileté de maître forgeron, ce qui en faisait des investissements coûteux même pour les compagnies de mercenaires bien financées. Lorsque votre arme coûte autant qu'une petite maison et nécessite le développement musculaire d'un athlète professionnel, la production de masse n'est pas vraiment une option. Ces énormes épées sont restées en usage militaire actif plus longtemps qu'on ne pourrait s'y attendre. Des documents indiquant que leur utilisation sur le champ de bataille s'est poursuivie jusqu'au début du XVIIe siècle, bien après l'ère des armes à feu. Cette longévité témoigne de leur efficacité continue même à mesure que la technologie militaire évoluait autour d'elle. La Zweihander a trouvé une utilisation particulière dans la défense des passages étroits, comme les brèches et les remparts de ville, où sa longue portée et son pouvoir de coupe dévastateur pouvaient contenir plusieurs attaquants. Rien ne disait « cette porte est fermée », comme un homme avec une épée de la taille d'un petit arbre se tenant dans la chambre. Les spécimens qui subsistent témoignent d'un savoir-faire remarquable à côté de leurs dimensions intimidantes. Les exemplaires de musée présentent souvent des gravures élaborées, des inscriptions dorées et des poignées complexes, démontrant le prestige associé à ces armes. La silhouette classique de la Zweihander est devenue un symbole de statut parmi les compagnies de mercenaires. Les spécimens richement décorés servant d'armes de parade et de symboles de fierté d'unité. Certains étaient si richement décorés qu'ils passaient probablement plus de temps à être admirés qu'utilisés au combat, l'équivalent médiéval de cette voiture de sport qui ne quitte jamais le garage. Bien que la Zweihander représentât le summum du potentiel offensif par sa taille et sa portée, les concepteurs d'armes médiévales ont également créé des outils spécialisés pour des tâches plus sélectives sur le champ de bataille.
Les champs de bataille médiévaux n'étaient pas toujours axés sur le meurtre. Parfois, capturer un adversaire vivant offrait des récompenses bien plus grandes que simplement ajouter un autre corps au tas. Entre le faucheur d'hommes, une arme conçue spécifiquement non pas pour ôter des vies, mais pour garantir que les prisonniers restent en vie et obéissants. Parce que parfois, tuer vos ennemis ne suffisait pas. Vous aviez besoin de leur envoyer une facture plus tard. Contrairement à l'énorme Zweihander, qui annonçait son objectif mortel à chaque coup, le faucheur d'hommes fonctionnait selon un principe d'efficacité cruelle. La conception de base consistait en un long poteau surmonté d'un collier métallique, articulé et doublé de pointes ou de clous orientés vers l'intérieur. Lorsqu'il était placé autour du cou ou d'un membre d'un adversaire et fermé, ces pointes empêchaient l'évasion sans causer de blessures mortelles immédiates. Les ingénieurs médiévaux avaient basically créé une cellule de prison portable et instantanée montée sur un bâton. Preuve que la capture et remise en liberté n'ont jamais fait partie de la philosophie de combat médiévale. L'économie de la guerre médiévale a fait du faucheur d'hommes un outil extrêmement pratique. Les chevaliers et les nobles représentaient d'importants investissements financiers, tant dans leur équipement que dans leur potentiel de rançon. Un chevalier mort ne rapportait que son armure et ses armes comme butin. Cependant, un chevalier capturé pouvait rapporter une fortune en argent de rançon. Les registres historiques montrent des rançons atteignant des sommes astronomiques, certains nobles de haut rang exigeant des paiements équivalents à plusieurs années de revenus fiscaux d'une ville. Un noble français, particulièrement précieux, capturé pendant la guerre de 100 ans, a été rançonné pour l'équivalent moderne de 6 millions de dollars. Les comptables médiévaux avaient découvert quelque chose d'important. Les chevaliers morts étaient une transaction unique, mais les vivants étaient des flux de revenus récurrents. L'utilisation d'un faucheur d'hommes nécessitait moins de force que des armes comme le marteau de guerre ou la Zweihander, mais exigeait une synchronisation et un positionnement précis. Les utilisateurs étaient entraînés à viser les adversaires montés, utilisant la longue portée du poteau pour piéger le cou ou un membre d'un chevalier, puis le tordre pour le désarçonner. Une fois au sol, un chevalier en armure devenait étonnamment vulnérable, accablé par l'équipement même destiné à le protéger. L'ironie n'a pas échappé aux soldats médiévaux. Rien ne dit « votre protection est devenue votre prison », comme regarder un noble marcher impuissant dans sa propre cage métallique sur mesure. L'arme s'est avérée particulièrement efficace contre les conceptions de casques qui protégeaient le visage, mais restreignaient la vision périphérique, permettant aux porteurs de faucheurs d'hommes d'approcher sous des angles que leurs cibles ne pouvaient pas facilement surveiller. Malgré toute l'ingénierie élaborée des coiffures médiévales, quelqu'un a oublié la simple vérification des angles morts qui aurait pu éviter à de nombreux chevaliers de devenir des participants involontaires à la capture et aux transports médiévaux. Les variations régionales reflétaient différentes nécessités tactiques. Les versions germaniques présentaient souvent des poteaux plus longs pour atteindre en toute sécurité les adversaires montés, tandis que les variantes méditerranéennes incorporaient des mécanismes de capture élaborés, y compris des composants à ressort. Certains modèles avancés incluaient des mécanismes secondaires qui pouvaient ajuster davantage le collier après la capture initiale, garantissant que la résistance n'augmentait que l'inconfort du prisonnier. Les armuriers médiévaux avaient effectivement inventé le principe de « arrête de te débattre ou ça empirera » bien avant la technologie de contention moderne. L'utilisation des faucheurs d'hommes nécessitait des tactiques d'équipe spécialisées plutôt que la seule habileté individuelle. Les manuscrits militaires décrivent des formations de 3 à 5 soldats travaillant ensemble pour capturer des cibles de grande valeur. Un soldat se chargeait d'attraper l'homme, tandis que d'autres assuraient la protection et aidaient à sécuriser le prisonnier une fois capturé. Ces équipes de capture sont devenues des unités très appréciées au sein des armées médiévales et recevaient une solde supplémentaire pour capturer des ennemis importants vivants. C'était l'équivalent médiéval des agents de recouvrement, sauf qu'au lieu de prendre votre voiture pour les paiements manqués, ils vous prenaient pour les victoires manquées sur le champ de bataille. L'arme a trouvé une faveur particulière auprès des forces chargées de la sécurité urbaine et du contrôle des émeutes.
Les unités de surveillance urbaine de Venise à Londres entretenaient des faucheurs d'hommes comme équipement standard pour appréhender les criminels dans les rues bondées. Leur capacité à contrôler un adversaire sans nécessairement causer de blessures mortelles les rendait idéaux pour les situations où un meurtre aveugle pouvait provoquer un malaise plus large. Les programmes médiévaux de capture et remise en liberté avaient une signification très différente de la réglementation actuelle sur la pêche. Les nobles cherchant à éviter d'être capturés ont développé des contre-mesures spécifiques contre les faucheurs d'hommes. Certains ordres ont modifié leur armure pour inclure des gorgerins renforcés qui empêchaient l'arme de pouvoir saisir le coup. D'autres étaient spécifiquement entraînés à reconnaître et contrecarrer les utilisateurs de faucheurs d'hommes sur le champ de bataille, les considérant comme des menaces prioritaires. Rien ne motivait davantage l'innovation que la perspective de rentrer chez soi avec une Minerve, pendant que votre famille vendait le château d'été pour payer votre rançon. Contrairement à de nombreuses armes médiévales rendues obsolètes par l'avènement des armes à feu, les faucheurs d'hommes ont conservé leur utilité pratique même à mesure que la technologie du champ de bataille évoluait. Leur capacité à contrôler les adversaires à distance sans les tuer répondait à un besoin que les armes à feu ne pouvaient pas satisfaire. Des versions modifiées sont apparues dans des contextes d'application de la loi jusqu'au 19e siècle, particulièrement dans les régions où le contrôle des suspects sans armes à feu restait une priorité. Lorsque votre arme servait également d'outil de retrait au distributeur automatique pour les nobles ennemis, vous vous assuriez de la maintenir en parfait état de fonctionnement. Alors que nous passons de la retenue prudente du faucheur d'hommes à notre prochaine arme, nous entrons dans le royaume du combat médiéval, où la miséricorde ne faisait jamais partie des spécifications de conception. Le Morgenstern, étoile du matin, représentait la brutalité médiévale, distillée dans sa forme la plus pure. Une boule de métal lourde, recouverte de pointes conçue pour causer des dommages catastrophiques à chaque coup. Si les cauchemars pouvaient être forgés dans le fer, ils ressembleraient exactement à cela. Le nom Morgenstern vient de la ressemblance visuelle de l'arme avec la planète Vénus, l'étoile brillante du matin, lorsqu'elle est équipée de ces pointes métalliques caractéristiques rayonnant vers l'extérieur depuis le noyau central. Le nom poétique contraste fortement avec sa fonction résolument peu poétique sur le champ de bataille. Les guerriers médiévaux avaient un talent particulier pour donner de beaux noms à des armes absolument horribles. Cette étoile particulière n'accordait pas de vœux, mais garantissait que vos ennemis n'en demanderaient plus. Contrairement à son cousin le fléau, le Morgenstern n'avait pas de chaîne reliant la tête frappante aux manches. Cette fixation directe la rendait beaucoup plus fiable et plus facile à contrôler dans le chaos du combat, transformant un cauchemar ordinaire en un mauvais rêve guidé avec précision. Un Morgenstern typique se composait de 3 composants principaux: un manche en bois pour la prise, un système de montage métallique et une tête de frappe cloutée. Cette tête pouvait varier d'un diamètre relativement modeste de 7,6 cm, 3 pouces, avec des pointes de 1,27 cm, un demi-pouce, à des versions massives de 15,2 cm, 6 pouces de large, avec des pointes s'étendant de 5 à 7,6 cm, 2 à 3 pouces de la surface. Les plus grands spécimens récupérés sur les champs de bataille européens pèsent plus de 4,5 kg, 10 livres, suffisamment lourd pour briser des os, même sans le traumatisme supplémentaire des pointes. Lorsque votre arme est essentiellement un porc-épic médiéval sur un bâton, la subtilité n'allait jamais faire partie de la philosophie de conception. La physique derrière l'efficacité du Morgenstern le rendait dévastateur contre les adversaires blindés. L'arme concentrait une force formidable sur les petits points de contact représentés par la pointe de chaque clou. Lorsqu'elle frappait une armure de plate, ces pointes pouvaient percer du métal qui aurait dévié les coups d'épée ou même les coups de marteau direct. Les blessures qui en résultaient étaient notoirement difficiles à traiter avec les techniques médicales médiévales, entraînant des taux de mortalité élevés, même parmi les chevaliers qui survivaient au combat initial. Ce cauchemar clouté ne vous faisait pas seulement mal,
Il garantissait que les chirurgiens médiévaux auraient leur propre cauchemar en essayant de vous soigner après. Les preuves archéologiques révèlent la sombre efficacité des Morgenstern. Les restes squelettiques des sites de bataille médiévaux montrent des schémas distinctifs de traumatismes associés à ces armes. Plaies perforantes groupées avec des fractures osseuses sous-jacentes massives. Les blessures sur les champs de bataille médiévaux pouvaient souvent être identifiées par le type d'arme, et les victimes de Morgenstern furent peut-être les seuls soldats de l'histoire à mourir d'un cas aigu de trop de trous. Le Morgenstern ne faisait pas que tuer. Il laissait une carte de visite que les archéologues pouvaient identifier des siècles plus tard. Le Morgenstern exigeait moins d'habileté technique que des armes comme l'épée ou le fléau, mais demandait une force considérable du ana haut du corps pour être manié efficacement. Les manuels d'entraînement militaire de l'époque recommandaient des exercices spécifiques pour développer la puissance nécessaire aux épaules et aux bras, y compris des exercices d'entraînement avec des versions d'entraînement progressivement plus lourdes. Cependant, une fois maîtrisé, le Morgenstern offrait des résultats dévastateurs pour cet investissement en temps d'entraînement, particulièrement contre les adversaires bien blindés. Le Morgenstern était l'équivalent médiéval de cet abonnement de gym que vous utilisez réellement. Sauf que les résultats n'étaient pas seulement des biceps impressionnants, mais aussi des nombres de corps impressionnants. Les applications tactiques variaient selon les différents contextes militaires. Les chevaliers montés préféraient les versions à manches plus courts qui pouvaient être maniés à cheval et qui pouvaient délivrer des coups de tête dévastateurs, augmentés par la position élevée du cavalier et l'élan du cheval. Les formations d'infanterie employaient généralement des variantes à plus long manche qui pouvaient être balancées en de larges arcs pour dégager de l'espace autour du porteur ou lancées en avant comme des lances improvisées si nécessaire. Cette polyvalence a fait du Morgenstern un cauchemar étonnamment adaptable, capable de ruiner la journée de quelqu'un depuis plusieurs positions et distances. L'impact psychologique d'affronter les troupes armées de Morgenstern ne doit pas être sous-estimé. L'arme était particulièrement terrifiante, son profil distinctif déclenchant des peurs primaires même chez les guerriers expérimentés. Cet effet psychologique devenait un avantage tactique, certains chefs militaires positionnant délibérément les porteurs de Morgenstern à l'avant des formations pour démoraliser les adversaires avant même que le contact ne soit établi. Rien ne dit autant que « peut-être devrions-nous reconsidérer cette bataille » que de faire face à une rangée de soldats portant ce qui ressemble à des engins de torture médiévaux avec des poignets. Des variations du Morgenstern sont apparues à travers l'Europe et l'Asie, les conceptions régionales reflétant les traditions militaires locales et les capacités de fabrication. Les versions d'Europe de l'Est présentaient des pointes plus nombreuses mais plus courtes, optimisées pour pénétrer les armures plus légères courantes dans ces régions. Les conceptions d'Europe occidentale incorporaient moins de pointes, mais plus longues, spécifiquement conçues pour vaincre les armures de plate de haute qualité. Le cauchemar clouté s'est avéré suffisamment adaptable pour évoluer aux côtés de la technologie d'armure, garantissant qu'aucun équipement de protection ne pourrait offrir de doux rêves face à cette arme. L'imagerie religieuse a parfois incorporé le Morgenstern de manière inattendue. Les œuvres d'art médiévales représentent occasionnellement des anges brandissant ces armes contre des démons, suggérant que même la rétribution divine pourrait nécessiter des instruments cloutés. Cette association religieuse a donné naissance au nom alternatif de l'arme dans certaines régions. L'aspergeoir d'eau bénite, une référence macabrement humoristique à la pluie de sang qui se produisait lorsque l'arme atteignait sa cible. L'humour médiéval penchait vers le macabre et rien ne dit « Rejoignez-moi dans la cause de Dieu » comme un visage plein de pointes métalliques. Ces armes offraient une forme d'extrême onction qui venait avec des soins dentaires gratuits, bien que peu de patients survivassent pour apprécier leur nouveau sourire. L'héritage du Morgenstern s'étend au-delà de son utilisation sur le champ de bataille. La silhouette distinctive est devenue un symbole visuel de brutalité dans l'art médiéval, apparaissant dans les représentations de l'enfer et du châtiment divin. Cette association visuelle était si forte
que des Morgenstern étaient parfois placés au-dessus des portes de ville ou des bâtiments gouvernementaux comme avertissement contre les infractions à la loi, agissant comme des symboles tridimensionnels du pouvoir des autorités d'infliger des punitions. Bien que d'autres armes médiévales puissent éventuellement être oubliées, ce cauchemar clouté continue de hanter notre imagination collective comme le symbole ultime de la brutalité médiévale. Bien que le Morgenstern représentât la violence directe et brutale, les concepteurs d'armes médiévales ont également créé des outils plus spécialisés. Le bec de Corbin représentait une approche réfléchie au problème de tuer des adversaires blindés. Son nom, qui signifie en français « bec de corbeau », décrit parfaitement sa caractéristique la plus distinctive, une pointe méchamment courbée rappelant le bec d'un oiseau. Conçu spécifiquement pour percer les armures de plate avec une efficacité terrifiante, le bec de Corbin appartient à la famille des armes d'Ast, celles montées sur de longs manches en bois pour fournir portée et levier. Ce qui distinguait cette arme d'Ast particulière était la conception polyvalente de sa tête, qui incorporait plusieurs types d'armes en un seul ensemble mortel. D'un côté se trouve la pointe éponyme, le bec, courbé vers le bas et effilé jusqu'à une pointe acérée. Le côté opposé présentait généralement une tête de marteau pour infliger des coups écrasants. De nombreuses versions comprenaient également une pointe droite s'étendant du sommet, permettant des attaques d'estoc similaires à celles d'une lance. Cette conception 3 en 1 a fait du bec de Corbin l'équivalent médiéval d'un couteau suisse, bien que ses fonctions se limitaient à diverses méthodes pour infliger des dommages graves. Les chevaliers qui en portaient un n'avaient jamais à s'inquiéter d'apporter le mauvais outil à un combat. C'était le multitâche du champ de bataille qui posait la question importante. Comment préférez-vous que votre armure soit percée aujourd'hui? Perforée, écrasée ou empalée? Un utilisateur habile pouvait alterner entre les attaques perçantes, écrasantes et d'estoc sans changer d'arme, répondant à différents types d'armures et situations de combat avec une flexibilité remarquable. Les manuels de combat médiévaux décrivent des techniques spécifiques pour chaque forme d'attaque, suggérant que les guerriers s'entraînaient intensivement pour tirer le meilleur parti de la polyvalence de l'arme. La physique derrière l'efficacité du bec de Corbin provenait d'un simple avantage mécanique. Le long manche en bois, généralement d'une longueur comprise entre 1,50 m et 2,10 m, 5 et 7 pieds, créait un levier qui multipliait la force de frappe du porteur. Lorsque cette force amplifiée était concentrée sur le petit point de contact du bec ou de la pointe supérieure, la pression pouvait dépasser 275 bars. 4000 livres par pouce carré, plus que suffisant pour pénétrer même l'armure de plate la plus fine. Pour mettre en contexte, des tests balistiques modernes ont démontré que la plupart des armures de plate médiévales pouvaient supporter des pressions d'environ 140 bars, 2000 livres par pouce carré, avant de céder. Le son distinctif se produisait lorsqu'un coup de bec de Corbin perçait une armure de plate. Un crissement aigu suivi d'un bruit sourd lorsque la pique pénétrait le corps sous-jacent. Certains chroniqueurs militaires ont noté que les soldats expérimentés pouvaient distinguer ce son sur le champ de bataille et le reconnaissaient comme un présage particulièrement funeste pour celui qui le recevait. Lorsque vous entendiez ce bruit, quelqu'un venait de recevoir une livraison spéciale, gracieuseté du service postal du bec de Corbeau. Aucune signature requise, livraison confirmée. L'entraînement au maniement du bec de Corbin exigeait plus d'habileté technique que de nombreuses autres armes médiévales. La répartition du poids de l'arme la rendait difficile à manier pour les débutants et nécessitait des mois de pratique pour être maîtrisée. Les traités militaires de l'époque recommandaient des régimes d'entraînement progressifs spécifiques, commençant par des attaques de base sur des cibles stationnaires et avançant vers des attaques combinées complexes contre des adversaires en mouvement. Les chevaliers, qui maîtrisaient ces techniques, devenaient particulièrement redoutés sur le champ de bataille, capables de vaincre des adversaires lourdement blindés qui auraient pu être presque invulnérables aux armes conventionnelles. Le bec de Corbin trouvait une faveur particulière parmi les soldats d'infanterie chargés de combattre les chevaliers montés. La longueur de l'arme permettait à l'infanterie d'engager les cavaliers à une distance relativement sûre,
tandis que la conception spécialisée de la tête pouvait désarçonner le chevalier ou infliger des coups fatals à travers l'armure. Les registres militaires de plusieurs batailles importantes de la fin du Moyen Âge attribuent à l'infanterie armée de ces armes la défaite des forces de cavalerie lourde qui dominaient auparavant. À la bataille de Courtrai, en 1302, l'infanterie flamande armée d'armes d'astes similaires a mis en déroute la cavalerie lourde d'élite française, changeant fondamentalement la guerre médiévale en démontrant que l'infanterie bien équipée pouvait vaincre les chevaliers montés. La fabrication d'un bec de corbin de qualité nécessitait la collaboration entre artisans spécialisés. Les forgerons forgeaient la tête complexe, durcissant soigneusement les surfaces d'impact tout en maintenant suffisamment de flexibilité dans le manchon pour éviter qu'il ne se brise sous l'impact. Les charpentiers sélectionnaient des manches en frêne ou en chêne, accordant une attention particulière au motif du grain pour s'assurer que le manche pouvait supporter les forces considérables impliquées dans le combat. La jonction de la tête aux manches représentait une étape de fabrication particulièrement critique. Les exemples de haute qualité présentant des connecteurs renforcés et des cerclages supplémentaires pour prévenir la séparation pendant l'utilisation. La silhouette distinctive, en particulier le bec courbé, créait une impression sinistre avant même que le combat ne commence. La vue intimidante des formations d'infanterie hérissées de ces armes, leur bec courbé captant la lumière comme des rangées d'oiseaux de proie attendant de frapper. Pour les chevaliers qui avaient été dépensés des fortunes en armure dont ils croyaient qu'elle les protégerait, la vue d'armes conçues spécifiquement pour vaincre cette protection s'est avérée particulièrement démoralisante. C'était comme voir quelqu'un approcher de votre nouvelle porte de sécurité high-tech avec exactement la clé spécialisée dont on vous avait dit qu'elle n'existait pas. Tout cet argent dépensé en armure et ces fantassins se promenaient avec ce qui équivalait à des ouvre-boîtes de nuit en édition spéciale. Les variations régionales du bec de corbin reflétaient différentes traditions militaires et nécessités tactiques. Les versions italiennes présentaient généralement des becs plus longs et plus minces, optimisés pour pénétrer les armures de plate de haute qualité, produites à Milan et dans d'autres centres de fabrication italiens. Les conceptions françaises incorporaient souvent des faces de marteau plus larges, créant un meilleur équilibre entre les capacités de perforation et d'écrasement. Les variantes d'Europe de l'Est incluaient parfois des crochets ou des pointes supplémentaires, permettant d'utiliser l'arme pour désarmer les adversaires ou désarçonner les cavaliers. L'arme est restée en usage militaire actif pendant une période remarquablement longue, avec des déploiements sur le champ de bataille documentés couvrant de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle. Cette longévité témoigne de son efficacité fondamentale contre les adversaires blindés, même si la conception des armures évoluait continuellement en réponse à de telles armes. La course aux armements en cours entre les armures et les armes anti-armure a stimulé l'innovation des deux côtés, chaque nouvelle amélioration défensive entraînant des ajustements offensifs correspondants. L'héritage du bec de corbin s'étend au-delà de son utilisation sur le champ de bataille. La conception distincte de sa tête a influencé le développement ultérieur des armes d'astes, des éléments apparaissant dans des armes utilisées bien après l'ère des armes à feu. Les outils d'entrée tactique modernes utilisés par les forces de l'ordre et militaires incorporent des principes de conception similaires, en particulier dans les outils d'assaut qui combinent des fonctions de perforation, de levier et de frappe en un seul instrument. Le concept fondamental, une tête d'arme polyvalente montée sur un manche qui améliore le levier, s'est avéré si efficace que ces principes de base restent pertinents dans les équipements spécialisés d'aujourd'hui. Alors que le bec de corbin représentait l'apogée de la technologie anti-armure en combat rapproché, les ingénieurs militaires médiévaux développaient simultanément des armes qui pouvaient infliger la mort à de bien plus grandes distances. La baliste a marqué la première tentative sérieuse de l'humanité pour résoudre le plus ancien problème de la guerre, comment tuer des gens qui sont inconfortablement loin. Alors que l'arbalète permettait aux guerriers de frapper des adversaires de blindés à portée de bras, la baliste étendait cette portée à des centaines de mètres.
Cette énorme arme a essentiellement mis à l'échelle la modeste arbalète jusqu'à des proportions terrifiantes, créant une machine de siège capable d'embrocher plusieurs soldats blindés d'un seul tir. En substance, la baliste fonctionnait selon un principe simple: stocker l'énergie dans des peaux d'animaux ou des cordes tordues, puis la libérer de manière explosive pour propulser un gros projectile. L'arme résultante pouvait lancer des carreaux pesant jusqu'à 12 kg, 26 livres, à des vitesses proches de 160 km/h, 100 miles par heure. Ces projectiles avaient suffisamment d'élan pour pénétrer les boucliers, les armures et plusieurs corps en un seul tir. Contrairement aux flèches qui tombent en arc prévisible, les carreaux de baliste se déplaçaient sur des trajectoires relativement plates, à des vitesses trop rapides pour que l'œil humain puisse les suivre efficacement. Les soldats décrivaient l'expérience terrifiante de voir leurs camarades soudainement empalés par d'énormes carreaux qui semblaient de se matérialiser sans avertissement. Cette mort invisible de loin créait une forme unique d'anxiété sur le champ de bataille. Vous pouvez survivre à un combat à l'épée grâce à votre habileté, mais éviter un carreau de baliste dépend uniquement de la chance. Les troupes médiévales appelaient cela les dés de Dieu, bien que la divinité à laquelle elles faisaient référence ne fût probablement pas celle qu'elles priaient le dimanche. Pour utiliser une baliste, il fallait un entraînement spécialisé et généralement une équipe d'au moins 3 à 5 soldats. Un soldat visait l'arme pendant que d'autres manipulaient le mécanisme de treuil qui tendait l'arc. Une équipe bien entraînée pouvait atteindre des vitesses de tir de 2 à 3 coups par minute. Pas un tir rapide selon les normes modernes, mais suffisamment rapide pour créer des ravages dans les formations compactes. Ces équipages ont développé leur propre vocabulaire et leurs techniques spécialisées, devenant des spécialistes très appréciés au sein des armées médiévales. Leur statut reflétait une dure vérité sur le champ de bataille. Une seule baliste bien placée pouvait causer plus de pertes que des dizaines de combattants conventionnels. Il y a eu des variations de taille tout au long de la période médiévale, depuis des versions montées sur chariot, ne nécessitant que 2 servants, jusqu'à d'énormes emplacements fixes exigeant des équipes de 8 ou plus. Les plus grands exemples documentés pouvaient se lancer des projectiles pesant plus de 60 kg, 136 livres. Bien que ces géants tiraient généralement des pierres plutôt que des carreaux et fonctionnaient plus comme de l'artillerie que comme des arbalètes surdimensionnées. Ces variantes de plus grande taille sont restées en usage militaire actif jusqu'au début de l'ère des armes à feu, démontrant leur efficacité bien après que de nombreuses autres armes médiévales eurent été reléguées aux expositions de musées. La baliste représentait une forme précoce de multiplication de la force, permettant à un petit nombre de soldats de projeter une puissance létale bien au-delà de leur capacité individuelle. Bien qu'impressionnante par sa portée et sa puissance de pénétration, la baliste se concentrait toujours principalement sur le ciblage de soldats individuels ou de petits groupes. Cependant, les ingénieurs militaires médiévaux ne faisaient que commencer leurs innovations pour tuer à longue distance. Le scorpion a gagné son nom honnêtement, rapide, mortel et délivrant une douleur que vous n'avez jamais vue venir. Alors que la baliste excellait à pénétrer plusieurs cibles avec des tirs massifs, le scorpion privilégiait la vitesse et la précision à la puissance brute. Cette arme à torsion plus légère et plus mobile pouvait être repositionnée rapidement sur le champ de bataille, permettant aux armées médiévales de répondre aux menaces émergentes avec une mort précise à des distances qui semblaient presque magiques aux soldats médiévaux. Développé à l'origine par les ingénieurs romains, le scorpion a disparu pendant la période médiévale précoce, pour être redécouvert et amélioré plus tard pendant les croisades. La principale innovation de l'arme résidait dans ses doubles faisceaux de torsion, des paquets tordus de poils d'animaux ou humains qui stockaient une énergie énorme. Lorsqu'ils étaient libérés, ces faisceaux lançaient un projectile en forme de javelot avec suffisamment de force pour pénétrer les boucliers et les armures à des distances dépassant 365 mètres, 400 yards. Les armées médiévales ont basically redécouvert que la plupart des problèmes militaires peuvent être résolus en trouvant de nouvelles façons de lancer des objets pointus sur les ennemis très rapidement.
Le scorpion était particulièrement bon pour s'assurer que ces objets pointus frappaient exactement la bonne personne au mauvais moment de la journée. Ce qui rendait le scorpion particulièrement redouté, c'était sa précision. Les opérateurs qualifiés pouvaient cibler des individus spécifiques sur le champ de bataille, ce qui en faisait l'équivalent médiéval d'un fusil de sniper. Les soldats médiévaux ont rapidement appris à redouter ces armes, car la mort pouvait arriver sans avertissement d'un ennemi trop distant pour être clairement identifié. D'un instant à l'autre, vous étiez en train de crier des ordres à vos troupes, et l'instant d'après, vous vous expliquiez aux portes du paradis, avec un grand trou à l'endroit où se trouvaient autrefois vos anciens projets de carrière. Une équipe de scorpions bien entraînés atteignait des vitesses de tir remarquables, jusqu'à 10 carreaux par minute entre les mains d'opérateurs d'élite. Cette combinaison de vitesse de tir, de précision et de puissance de pénétration conférait aux scorpions une influence disproportionnée sur le champ de bataille. Les historiens militaires estiment que pendant le siège d'Acre en 1191, moins de 30 équipes de scorpions ont causé plus de 800 pertes parmi les forces de défense. L'appel du matin des défenseurs se concentrait moins sur qui était présent et plus sur qui n'avait pas été aéré pendant la nuit. L'impact psychologique s'étendait au-delà des pertes infligées. Les défenseurs contraints de tenir les murs sous le feu des scorpions souffraient de graves problèmes de morale. La connaissance qu'à tout moment un projectile invisible pouvait mettre fin à votre vie créait ce que les chroniques médiévales décrivaient comme la mort imminente, une anxiété paralysante qui minait les efforts défensifs plus efficacement que les attaques directes. Cet aspect de guerre psychologique a fait du scorpion une arme de siège précieuse, même lorsque ses dommages physiques aux structures restaient limités. Certaines villes assiégées ont même signalé des cas de fièvre du scorpion, un état nerveux qui faisait que les défenseurs se baissaient constamment à cause des ombres et frémissaient au moindre bruit. Rien ne ruine autant votre concentration que de vous demander si votre tête est sur le point de devenir le prochain coussin à épingle pour un projectile tiré par quelqu'un qui est peut-être en train de déjeuner tout en vous tirant dessus. Alors que le scorpion fournissait une mort précise à des distances sans précédent, les ingénieurs militaires médiévaux développaient simultanément des armes dotées d'un potentiel destructeur vraiment massif. Si les armes de siège médiévales avaient une royauté, le trébuchet occupait le trône. Cette machine colossale de destruction représentait le summum absolu de l'artillerie d'avant la poudre, capable de lancer des projectiles pesant des centaines de kilogrammes à des distances incroyables, avec un effet dévastateur. Là où le scorpion tuait avec précision, le trébuchet tuait avec une force brutale et écrasante. Le trébuchet fonctionnait avec un système de contrepoids dont n'importe quel professeur de physique serait fier. Un poids énorme, dépassant souvent 3 tonnes, 7000 livres, pendait de l'extrémité courte d'un long bras en bois. Lorsque ce poids tombait, il forçait l'extrémité la plus longue du bras à monter à une vitesse formidable, projetant tout projectile qui était chargé dans sa fronde. Ce mécanisme simple pouvait propulser une pierre de 90 kg, 200 livres sur 275 mètres, 300 yards, avec suffisamment de force pour briser les murs d'un château à l'impact. Les architectes de châteaux, qui pensaient avoir construit des fortifications impénétrables, ont appris à leurs dépens que leurs murs incassables n'avaient tout simplement pas encore été cassés. Le trébuchet avait une manière de transformer même le plus confiant des défenseurs de château en un angoissé chercheur de maison. L'ingénierie médiévale a atteint son apogée avec ses armes massives. Les plus grands trébuchets documentés nécessitaient des équipes allant jusqu'à 60 hommes pour fonctionner et pouvaient lancer des projectiles de plus de 136 kg, 300 livres. Les récits contemporains décrivent l'impact dévastateur de ces énormes pierres. Un chroniqueur note qu'un impact direct sur une tour la réduisait en poussière et en éclats comme si elle n'avait jamais existé. Les habitants du château ont appris à redouter le craquement caractéristique qui se produit lorsque l'on treuille un trébuchet. C'était l'équivalent médiéval d'entendre une trappe de bombe s'ouvrir juste au-dessus de votre maison. La munition du trébuchet montrait la créativité médiévale sous sa forme la plus inquiétante et innovante. Alors que les pierres restaient le projectile standard,
Les armées assiégeantes faisaient souvent preuve de créativité lorsque la guerre psychologique semblait avantageuse.